Est-ce que dans votre pays, les gens disent aussi « Aujourd'hui, les jeunes parlent de plus en plus mal » ou bien « Avant, les gens s'exprimaient beaucoup mieux ». En France en tout cas, c'est très courant d'entendre ce genre de réflexion et personnellement, ça m'agace un peu. Salut, salut, salut. Bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings, le podcast. Aujourd'hui, on parle de passéisme. Le passéisme, c'est cette idée qui consiste à croire que c'était mieux avant. Alors, quand aujourd'hui les gens disent que les jeunes s'expriment mal, qu'ils ne savent plus écrire, que de leur temps, même les gens des milieux les plus populaires s'exprimaient bien, est-ce qu'ils ont vraiment raison ? Est-ce que le français, c'était mieux avant ? Avant de commencer, je vous informe que vous pouvez retrouver le PDF de la transcription de cet épisode dans le lien de la description. Vous trouverez aussi une liste de vocabulaire et des expressions que j'ai utilisées dans l'épisode et même un quiz. Quand je pose la question « Est-ce que le français c'était mieux avant ?», ce que je sous-entends, c'est que le français qui est parlé par les plus jeunes générations aujourd'hui est souvent critiqué par les plus anciennes générations. On reproche aux jeunes d'avoir un moins bon niveau en orthographe, de faire de plus en plus de fautes de français, de mal prononcer certains sons, etc. D'ailleurs, l'un des premiers critères qui est critiqué dans le français des jeunes, et particulièrement aujourd'hui, c'est leur accent. Il y a quelques mois, de nombreux articles sont apparus dans la presse à propos d'un nouveau phénomène linguistique, l'affrication. Un mot un peu compliqué qui veut simplement dire qu'on prononce les consonnes avec un bruit de friction. En français, on va parler particulièrement du son T qui devient tch devant les voyelles I et U. Par exemple, une voiture va être prononcée une voiture et pratique va être prononcée pratique. Et on parle aussi du son D qui devient dj devant les voyelles I et U, encore une fois. Par exemple, direct devient direct et entendu devient entendu. C'est une prononciation qui se répand de plus en plus, principalement chez les adolescents. Dans ces articles, les chercheurs linguistes s'interrogent sur l'origine de ce phénomène et certains pensent peut-être que cette modification de prononciation viendrait de Marseille, puisque c'est une des caractéristiques de l'accent de la région. Mais ils n'en sont pas sûrs à 100%. Et comme vous le savez, un accent, ça évoque à la fois l'origine géographique, mais aussi sociale d'une personne. Et cette prononciation avec l'affrication, eh bien, elle évoque la classe populaire, elle évoque les banlieues, marseillaises, voire parisiennes aussi. Et c'est donc une prononciation qui va être jugée, que les gens vont trouver mauvaise, dont ils vont même se moquer parfois. Et ils vont l'associer à des préjugés négatifs qui sont liés à des stéréotypes sociaux. Je pense d'ailleurs que c'est également pour ça que ce phénomène a été autant évoqué dans la presse. C'est une prononciation qui a une connotation assez négative par rapport au français qu'on considère plus standard. Et c'est pour ça que la presse s'y intéresse. Ça serait beaucoup moins intéressant si c'était un phénomène qui faisait l'unanimité, c'est-à-dire qui mettrait tout le monde d'accord, que tout le monde trouverait normal. Et pourtant, ce phénomène d'affrication, il n'est pas limité à la France métropolitaine. On va le retrouver également dans la prononciation du français québécois, et ça depuis très très longtemps, sans pour autant que ça évoque des stéréotypes sociaux négatifs. Alors, moi j'ai une petite théorie, mais qui n'est que la mienne. Attention, ça ne veut pas dire du tout qu'elle soit juste, puisque, comme je vous l'ai dit, les linguistes ne savent pas. Mais je pense que ce phénomène d'affrication vient en effet de Marseille et qui s'est peut-être répandu à travers la télé-réalité. En France, il y a eu dans les années 2010 une émission de télé-réalité qui a été extrêmement populaire, malheureusement, et dont les candidats étaient uniquement marseillais. On pourrait donc penser que la tendance est arrivée à travers ce programme et qu'elle s'est ensuite répandue dans le reste de la France. Mais encore une fois, ce n'est que ma théorie. Alors oui, peut-être que les Marseillais ont contribué à l'évolution du français et de sa prononciation, mais il n'y a certainement
pas que. Dans notre société où le son et l'image sont rois, on n'a jamais autant communiqué et surtout on n'a jamais communiqué aussi vite. C'est simple, aujourd'hui tout peut être publié sur Internet. On peut se filmer dans son salon et poster ça sur les réseaux sociaux et ensuite des millions de personnes peuvent nous voir et nous entendre. C'est un peu le fameux quart d'heure de célébrité qu'Andy Warhol avait prédit. Il n'y a jamais eu autant de contenu audiovisuel qu'aujourd'hui et le fait de filmer quelqu'un et de parler devant une caméra, ça a aussi été extrêmement démocratisé, c'est-à-dire que c'est de plus en plus accessible à tout le monde. Il y a de plus en plus de réseaux sociaux, il y a de plus en plus de chaînes de télé. On peut donc voir aujourd'hui des milliers de personnes parler devant une caméra et on peut donc entendre de nombreux accents et de façons de s'exprimer différentes. Cette explosion de contenu a forcément un impact sur l'évolution de la langue française. La langue évolue de plus en plus vite parce qu'elle est influencée par le contenu qui est diffusé à la télé ou bien sur les réseaux sociaux. Il y a quelques années, par exemple, il y a une humoriste qui avait publié sur Instagram une vidéo qui est devenue virale et dans laquelle elle disait à son mari « Je veux des paillettes dans ma vie ». Et pendant des semaines en France, des millions de personnes ont réutilisé l'expression. Et ce genre de phénomène arrive tout le temps. Ce qui a changé aujourd'hui, c'est que n'importe qui peut s'exprimer en public, sans filtre, sans préparation. Et donc les expressions populaires, les mots d'argot, les mots régionaux et même les erreurs de langage vont être diffusées massivement et rapidement. Et on voit des nouveaux mots apparaître, des expressions évoluer, des tournures de phrases qui vont se transformer, etc. Alors qu'il y a plusieurs décennies, on va dire avant l'apparition d'Internet, les seules personnes à s'exprimer devant les caméras, c'étaient les professionnels. Des acteurs, des actrices, des journalistes, des présentateurs, des présentatrices, etc. Toutes ces personnes dont c'était le métier s'exprimaient toujours en faisant attention à leur texte et à leur image devant la caméra. Leur langage était souvent normé, c'est-à-dire qu'ils suivaient vraiment les règles de grammaire et aussi de diction. Ils faisaient attention à leur façon de prononcer les mots. La plupart d'entre eux avaient aussi le même accent qu'on considère un peu comme le français standard, même si c'est pas un terme très officiel. Et cet accent, c'est aussi celui auquel se conforment les journalistes. Les journalistes parlent souvent avec le même ton journalistique qui est assez normé au niveau de la prononciation. Donc quand on dit les gens parlaient mieux avant, c'est pas exactement vrai. Ils parlaient simplement d'une manière différente, d'une manière qui évoluait sûrement moins vite et qui était moins influencée par les médias. Ensuite, évidemment qu'il y avait quand même des gens qui s'exprimaient mal, qui écrivaient moins bien, qui faisaient des fautes, mais ce sont évidemment des gens qu'on ne voyait pas ou qu'on voyait moins, qu'on n'enregistrait pas, dont on a moins gardé de traces. Il y a un an, par exemple, avec ma mère, on a regardé dans les souvenirs qu'on a récupérés chez ma grand-mère. Et on est tombé sur une correspondance de cartes postales entre le frère de la grand-mère de ma mère, je crois que c'est ça, qui était parti à la guerre pendant la Première Guerre mondiale. Donc bref, c'était un échange de lettres entre un soldat et son amoureuse. Et a priori, on pensait qu'à l'époque, les gens écrivaient mieux qu'aujourd'hui et sans faire de fautes, mais c'est faux. Les lettres qu'on a retrouvées étaient pleines de fautes d'orthographe. C'était surtout l'amoureuse qui en faisait. Et j'ai trouvé ça très touchant finalement. Ça cassait un peu cette idée qu'avant, tout le monde écrivait un français parfait. C'est pas le cas du tout. Ce qui nous amène à prendre en compte autre chose. Le nombre de personnes capables de lire et d'écrire n'a jamais été aussi élevé dans l'histoire de l'humanité. Depuis le début du XXe siècle, il y a eu d'énormes progrès dans l'éducation et l'accès à l'information. En examinant les chiffres pour la France, on constate une évolution impressionnante. En 1820, le taux d'alphabétisation, c'est-à-dire le pourcentage de personnes âgées de plus de 15 ans sachant lire et écrire, était d'environ 38%. Ça paraît pas énorme, mais c'est déjà beaucoup plus qu'avant, qu'au siècle précédent. En 1950, ce taux avait grimpé à environ 90%.
notamment grâce à la loi de 1881 de Jules Ferry, rendant l'école obligatoire, gratuite et laïque en France pour les enfants de 6 à 13 ans. Aujourd'hui, en 2024, le taux d'alphabétisation en France est proche de 99%. Quasiment toute la population française sait lire et écrire. Et ces chiffres proviennent des données du site Our World in Data, si jamais ça vous intéresse. Et donc, aujourd'hui, toutes ces personnes capables de lire et d'écrire communiquent entre elles. Et elles communiquent d'une nouvelle façon dans notre monde digital, d'une façon rapide. Les réseaux sociaux comme Twitter, Instagram ou encore les applications de messagerie instantanée comme WhatsApp, ou même encore avant les SMS, c'est-à-dire les messages qu'on s'envoyait par téléphone, ont transformé notre manière d'échanger les informations. La communication est devenue rapide et immédiate. Et l'orthographe et la grammaire sont passés au second plan. Ils sont devenus moins importants. À l'époque même des SMS, des textos qu'on s'envoyait par téléphone, le nombre de caractères par message était limité, ce qui obligeait les gens à écrire avec le moins de lettres possible pour ne pas payer trop cher. Et ça a complètement changé le rapport à l'orthographe. Les lettres muettes, les terminaisons des verbes, etc., tout ça n'avait plus d'importance. Alors qu'avant, avec les lettres manuscrites, c'est-à-dire écrites à la main, on prenait le temps de soigner la rédaction, de se relire, de corriger les erreurs. Là où les messages digitaux sont souvent écrits dans l'urgence de transmettre une information. À l'époque, les lettres étaient non seulement un moyen de communication, c'est vrai, mais aussi presque des œuvres littéraires, soignées, agréables à lire pour les destinataires, un peu comme un cadeau qu'on reçoit, donc on y met de l'intention. Et les livres, les journaux et les publications officielles rédigées, relues par des professionnels étaient aussi les principales, voire uniques sources de lecture de l'époque. Aujourd'hui, le nombre de publications accessibles a explosé. N'importe qui peut créer un blog, publier des articles, partager des vidéos avec du texte sur les réseaux sociaux. Et cette démocratisation des publications écrites entraîne inévitablement une augmentation des fautes d'orthographe, puisque c'est la rapidité de la diffusion qui va nous intéresser aujourd'hui. Et c'est normal, il ne faut pas confondre le but et les moyens. Il ne faut pas confondre le fond et la forme. Le but, c'est de communiquer, c'est de partager. Et le moyen, c'est le langage, donc c'est la grammaire, l'orthographe, etc. Et comme je le dis toujours, faire des fautes, c'est pas si grave si notre but principal, c'est d'être compris. Alors bien sûr, je parle d'une quantité quand même raisonnable de fautes, puisque faire de trop grosses fautes d'orthographe et faire de trop nombreuses fautes d'orthographe, ça peut parfois empêcher la communication du message de base. Et on va terminer en parlant d'un autre phénomène que les puristes du français n'aiment pas vraiment, c'est l'influence du vocabulaire étranger dans la langue française. Aujourd'hui, il n'est vraiment pas rare d'entendre énormément de mots anglais comme manager, call, brainstorming, benchmark, ou d'autres anglicismes comme spoiler un film, débriefer d'un sujet, checker ses mails, etc. Tout ça principalement dans le domaine du travail de bureau et des technologies. En France, il y a aussi beaucoup de personnes d'origine étrangère, et particulièrement de pays du Maghreb, donc d'Afrique du Nord, et d'Afrique subsaharienne, en dessous du Sahara. Et l'immigration des différentes populations influence aussi le vocabulaire, comme ça a toujours été le cas. On a beaucoup de mots d'argot qui vont être utilisés par les jeunes qui proviennent de l'arabe ou d'autres langues africaines. Par exemple, le verbe s'enjailler, qui veut dire faire la fête, vient du nouchi qu'on parle en Côte d'Ivoire. Ou bien le mot une go, qui veut dire une fille en langue bambara qu'on parle au Mali. Et c'est marrant d'ailleurs parce que ce mot go viendrait peut-être du girl anglais. Pour l'arabe, la quantité de mots qu'on utilise en français est énorme. On a par exemple le flouze qui veut dire l'argent, avoir le seum qui veut dire être déçu ou bien être un peu en colère, kiffer qui veut dire aimer ou adorer quelque chose, ou bien encore fissa qui veut dire vite.
Alors évidemment, tous ces mélanges, ça ne plaît pas à tout le monde. Pourquoi utiliser des termes étrangers quand l'équivalent existe en français? Je suis à la fois d'accord et pas vraiment d'accord. Moi, j'aime beaucoup la diversité dans le vocabulaire. Je trouve que ça permet d'offrir des façons différentes de s'exprimer selon la situation, le contexte, les personnes, etc. C'est juste plus amusant. Mais je suis à la fois d'accord sur le fait qu'il faut essayer de préserver le vocabulaire français et ne pas l'oublier. Mais dans tous les cas, l'influence des langues sur les autres a toujours existé et ce serait complètement utopique de penser pouvoir l'empêcher. Au cours des siècles, le français a incorporé de nombreux mots provenant d'autres langues comme l'italien par exemple pendant la Renaissance. On a des termes liés à l'art, la musique, l'architecture comme opéra, piano, balcon. Au Moyen-Âge, l'arabe avait aussi déjà enrichi le vocabulaire français avec des mots comme algèbre, alcool, abricot, élixir ou même magasin, ce qui reflète les échanges scientifiques et commerciaux de l'époque. Et pourtant, aujourd'hui, on considère ces mots comme appartenant à 100% au vocabulaire français. Et finalement, on a toujours dit « c'était mieux avant ». C'est ça, le passéisme. Des études de l'Université de Caroline du Nord ont récemment montré que nous avions tendance à nous remémorer davantage les événements passés positifs plutôt que les événements négatifs. Et on a donc une tendance naturelle à idéaliser un peu le passé et à trouver du réconfort dans ce qui est familier. Le changement et la nouveauté nous font peur. On peut donc très bien imaginer que dans 30 ans, les gens diront encore « les jeunes ne savent plus parler, qu'est-ce que les gens parlaient mieux dans les années 2020 ?» Donc finalement, quand on dit « c'était mieux avant », peut-être que ce qu'on veut vraiment dire, c'est « le temps où j'étais jeune et insouciant et où le monde me paraissait parfait me manque ». Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Pour continuer sur ce sujet, je vous conseille d'écouter le podcast Tout fout le camp de Manon Prigent, je vous mettrai le lien dans la description, qui m'a beaucoup inspirée pour cet épisode. Merci encore d'être au rendez-vous, n'oubliez pas de télécharger le PDF avec la transcription et le vocabulaire de l'épisode pour continuer à pratiquer. Et je vous dis à très bientôt.